Bien, Mesdames, Messieurs, d'abord, merci infiniment d'être présents à cette conférence de presse. Je remercie Monsieur le Premier ministre pour sa présence. Merci à mes collègues et merci aux deux commissaires spéciaux que je vais évoquer dans un instant. Mesdames, Messieurs, avant d'entamer et de vous présenter les différentes décisions du gouvernement wallon, je voudrais, au nom de mes collègues et de moi-même, exprimer toute ma sollicitude et ma sympathie envers toutes les personnes touchées par les nouvelles inondations qui ont frappé notre région ces derniers jours, fort heureusement sans victimes, sans décès, ce qui est un soulagement. Je voudrais également insister sur la mobilisation et l'implication personnelle de tous les ministres du gouvernement wallon. Et je voudrais remercier à nouveau le Premier ministre pour son implication personnelle et l'implication des ministres du gouvernement fédéral. Je crois vraiment que chaque ministre, dans son rôle, dans ses attributions, fait le maximum pour venir en aide aux personnes, aux entreprises, aux institutions. Et pour ce qui nous concerne, avec des contacts directs avec les personnes et les responsables concernés. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a décidé de créer un commissariat spécial à la reconstruction, suite bien sûr à la catastrophe liée aux inondations. Le commissariat spécial est dirigé par deux commissaires complémentaires. Madame Catherine Delcourt, à ma droite, qui est commissaire plus spécialement chargée des autorités locales, et qui est en charge avec les relations avec les autorités locales et l'ensemble des questions liées localement, et Madame Sylvie Maric, qui est à ma gauche, à la gauche de Monsieur le Premier ministre, qui est commissaire plus spécialement en charge des entités régionales. Madame Catherine Delcourt est licenciée en criminologie de l'Université de Liège. Elle est détentrice notamment d'un certificat d'organisation des secours en situation d'urgence collective, certification en planification d'urgence et gestion de crise, et elle exerce, certains d'entre vous la connaissent, la fonction de commissaire d'arrondissement pour la province de Liège et est très régulièrement en contact avec les autorités locales. Elle assiste le gouverneur et a fait fonction à plusieurs reprises de gouverneur de la province de Liège. Madame Delcourt est unanimement appréciée pour ses qualités professionnelles et humaines. Et je voudrais la remercier très sincèrement d'avoir accepté de se consacrer à la reconstruction des communes sinistrées par la catastrophe. Sylvie Maric, qui est à la gauche de M. le Premier ministre, est juriste aussi de formation de l'Université de Liège. Elle a une longue expérience des pouvoirs locaux. Elle a rejoint l'administration en 2008, notamment dans les domaines des pouvoirs locaux, l'action sociale, la santé, et puis depuis 2015, elle est secrétaire générale du ministère. Comme Madame Delcourt, elle est unanimement appréciée pour ses qualités professionnelles et humaines, et à elle aussi, je voudrais la remercier d'avoir accepté de se consacrer à la reconstruction de cette grande partie de la Wallonie sinistrée. Alors, le commissariat spécial à la reconstruction est mis sur pied dès aujourd'hui pour une durée d'1 an prolongeable. Et prolongeable en fonction de l'évolution de la situation. Le commissariat spécial à la reconstruction est chargé d'assurer la coordination et la gestion des mesures d'urgence et de la reconstruction après la catastrophe qui frappe une grande partie de la Wallonie.
Le commissariat spécial est particulièrement chargé de formuler, en collaboration et en concertation avec les services compétents, des propositions en vue d'assurer un plan de reconstruction dans les communes concernées. Le commissariat spécial est placé sous mon autorité. Le commissariat est chargé de conseiller et d'assister le gouvernement. Le commissariat spécial à la reconstruction pourra notamment s'appuyer sur tous les directeurs généraux des services du SPW, donc de l'administration régionale, et des administrateurs généraux et administrateurs des para-régionaux, ce qu'on appelle des unités administratives, des UAP concernés. Le gouvernement et moi-même, bien sûr, veillerons à ce que l'ensemble des services publics régionaux fassent de cette gestion de crise une priorité absolue. On s'y était engagé et nous réitérons notre engagement. Les commissaires spéciaux seront assistés par une cellule administrative et pourront avoir recours à des experts internes ou externes, par exemple des experts universitaires, à l'administration, et feront rapport régulièrement, c'est-à-dire dans un premier temps chaque semaine, au gouvernement. Le gouvernement réservera en début de ses travaux hebdomadairement l'espace nécessaire pour faire le point sur l'évolution de la situation. Mesdames, Messieurs, par ailleurs, le gouvernement déclarera, suite au rapport que nous venons de recevoir de l'Institut royal météorologique, 202 communes admises au fonds des calamités. Vous devez savoir que la Wallonie compte 262 communes. 202 communes pourront accéder au fonds de calamités. Ça vous donne l'ampleur du drame que nous connaissons. Des contacts sont par ailleurs établis avec les assurances pour estimer l'ampleur financière des dégâts, mais cette estimation est toujours en cours pour toutes les raisons que vous pouvez comprendre, et ce n'est pas avant plusieurs jours, voire quelques semaines. Par ailleurs, nous envisageons de trouver un mécanisme qui permette, tant aux entreprises qu'à des privés, de verser des dons, de faire des dons pour venir en aide aux personnes sinistrées. Nous aurons besoin de beaucoup d'argent. Enfin, je voudrais vous indiquer qu'à ce stade, selon les sources des gouverneurs, nous comptons malheureusement 41 décès et il reste encore 2 disparus. Enfin, je voudrais, avant de céder la parole à Monsieur le Premier ministre, dire que le gouvernement a pris des mesures immédiates en faveur des citoyens, notamment une première tranche de 27 millions sur 50 millions destinée aux CPAS et aux communes pour reloger des personnes sinistrées, l'octroi d'une première tranche aussi de 15 millions d'euros sur 25 millions d'euros à destination des sociétés de logement de services publics pour reloger les personnes les plus défavorisées. Le ministre Collignon en dira un mot tout à l'heure. Des mesures aussi en faveur des communes. On a également dégagé 35 millions pour les communes sinistrées et les gouverneurs pour qu'ils puissent faire face, tant bourgmestres que gouverneurs, aux premiers impératifs d'urgence. Et il y a alors des mesures pour les entreprises et les indépendants, notamment par la location de 750 containers loués pour permettre au commerce de reprendre leur activité. Le vice-président, M. Willy Borsu, évoquera le sujet dans un instant également. Autre mesure, la pollution, malheureusement, par les hydrocarbures. Nous avons tenu une vidéoconférence, d'ailleurs, ce matin avec les gouverneurs et les personnes concernées. Là aussi, on compte devoir traiter
quelques 42 000 tonnes de terre polluées, notamment et principalement par les hydrocarbures. La ministre Chélier en dira quelques mots tout à l'heure. Voilà. Sans plus attendre, je cède la parole à Monsieur le ministre, à Monsieur le Premier ministre, en le remerciant une fois encore de sa présence. Oui, merci, merci beaucoup, Monsieur le ministre-président Elio. Merci beaucoup d'abord de m'avoir donné l'occasion d'être présent à cette conférence de presse. Nos gouvernements respectifs ont été associés du début et on a vraiment travaillé coude à coude pour aider au maximum tellement de gens qui ont été touchés. Comme vous le savez, la phase fédérale, en fait, s'est terminée hier. Je pense que c'était normal que cette phase très spécifique se termine. Ça ne veut clairement pas dire que le support fédéral s'arrête là. Le support fédéral qui a été très présent sur le terrain avec les services de secours, la protection civile, la défense qui reste aujourd'hui encore très présente sur le terrain, plus ou moins 250 militaires sur le terrain, 30 véhicules, équipements sanitaires, équipements de pompes aussi. Ce support, il continuera à être là. S'il y a des demandes additionnelles, clairement, on est prêt à faire plus de choses. Mais je pense que maintenant, on s'oriente vers une autre phase, qui est la phase de restauration et la phase de reconstruction. Et là, naturellement, on passe aussi vers des besoins qui sont différents. Et le message que je voudrais faire passer, c'est que clairement, nous sommes là pour aider au maximum les gens et aider et faciliter au maximum. Alors, quelques éléments spécifiques. Un élément spécifique, c'est les dons. On voit qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire des donations. Et donc, on créera la possibilité, d'une manière fiscalement attractive, de pouvoir donner des dons et qu'il n'y ait plus de limites. Aujourd'hui, une entreprise qui veut faire un don de cette limite-là, elle est limitée à 500 000 € par an. Clairement, cette limite-là, de notre point de vue, il n'y a pas de sens d'avoir cette limite-là dans la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, c'est un travail qu'on est en train de faire pour faciliter au maximum. On voit qu'il y a eu beaucoup de solidarité les jours précédents. On voit que dans le monde des entreprises, il y a beaucoup de volonté de pouvoir aider. On créera un cadre pour le faire. Dans la reconstruction, on voit que malheureusement, il y a des milliers de maisons qui ont été très fortement touchées. Comme on le sait, il y a une mesure qui existait déjà au niveau fédéral, qui est la TVA réduite pour des maisons qu'on démolit et qu'on reconstruit. C'est clair que naturellement, on va préciser cela pour que des maisons qui, de facto, sont démolies à cause des incendies, qu'on pourrait utiliser la même formule de TVA attractive. Les jours précédents, d'autres mesures ont été annoncées. Le ministre de l'Emploi d'Allemagne a précisé les possibilités point de vue de chômage technique. Le ministre Clarinval a fait la même chose pour les indépendants qui, souvent, dans l'état actuel des choses, n'ont pas la capacité d'exercer leur travail. Il y a aussi toute une discussion que le ministre d'Allemagne a avec les compagnies d'assurance. On a vu que les déboursements rapides, ça a assez bien fonctionné, mais naturellement, la phase qui vient maintenant sera une phase beaucoup plus compliquée. Faciliter, on fera le maximum et je me réjouis de travailler ensemble avec les deux commissaires. On a une certaine habitude déjà de travailler avec des commissaires avant, donc c'est bien de voir que cette méthode est continuée et de regarder quels seraient des besoins additionnels, de quelle manière on peut continuer à supporter un effort, et je voudrais terminer avec cela. C'est clair que ça va être un effort de longue haleine. Si on regarde la situation sur le terrain, les besoins immédiats, on peut essayer de les régler dans les jours qui viennent, mais reconstruire tout ce qui a été détruit, redonner de la dignité à ces communautés qui vivent, donner de nouveau de l'espace pour entamer avec la vie d'avant, ça prendra du temps. Et donc c'est un effort de longue haleine. Je suis convaincu qu'on s'en sortira ensemble,
comment on s'est sorti ensemble d'autres situations difficiles. Et clairement, au niveau du gouvernement fédéral, on sera en support des gouvernements régionaux dans tous les efforts qu'ils font. Je veux aussi préciser que les mesures que je viens d'annoncer, naturellement, ne s'appliquent pas uniquement à la Wallonie, elles s'appliquent partout en Belgique, mais si on regarde la situation actuelle, naturellement, les besoins sont tellement plus grands du côté de la région wallonne. Merci beaucoup, Elio. Merci. Merci, Alexandre. Et oui, je crois vraiment qu'on s'en sortira ensemble. En tout cas, merci infiniment. Alors, sans transition, je vais céder la parole au vice-président, M. Borsu, et puis successivement M. Collignon et à Mme Tellier, et puis les ministres qui souhaitent prendre la parole. Oui. Voilà, merci Elio. Monsieur le Premier ministre Alexander, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme indiqué, donc complémentairement à ce que nous avons mis en place, qui consiste en une avance de 75%, tant pour les PME que pour les plus grandes entreprises, par rapport à l'indemnisation escomptée des assurances ou du fonds des calamités. Donc complémentairement à ce dispositif, vous le savez, un numéro central pour les entreprises, pour les indépendants, pour les commerçants concernés, le 1890, est à disposition pour informer, pour conseiller, pour accompagner par rapport aux besoins des entreprises. On ajoute aujourd'hui également le fait que nous lançons un marché stock qui peut aller jusqu'à un maximum de 750 containers destinés à accueillir de l'activité économique temporairement. On a prévu 3 mois éventuellement prolongeables. De quoi s'agit-il? Pour certaines activités, un peu à l'instar de ce qu'on observe lorsqu'il y a des travaux dans une entreprise ou dans un commerce, on peut reloger provisoirement, bien évidemment avec l'accord des pouvoirs locaux, si les possibilités le permettent et si l'indépendant ou le commerçant en exprime le besoin, on peut relocaliser l'activité à titre temporaire, le but étant que celle-ci puisse reprendre dès le moment où les infrastructures sont évidemment disponibles et bien entendu si la circonstance le permet. J'ajoute, et je termine par là, le fait qu'avec les intercommunales de développement économique, la SPI, qui est la plus concernée, mais également les autres, individuellement, alors nous recherchons pour chacune des entreprises qui en expriment le besoin, une possibilité de relocalisation temporaire pour permettre la poursuite ou la poursuite partielle de l'activité en attendant des orientations plus substantielles concernant le futur de l'activité, le futur du site qui a été affecté par les inondations. Vous le savez, le tissu socio-économique a lui aussi été lourdement impacté, bien sûr, après la dimension humaine, et nous tentons pas à pas de répondre à chacune des situations telles qu'elles nous sont exposées. Voilà, Elio, ce que je souhaitais mentionner dans la foulée de ton propos. Merci beaucoup, Willy. Alors, les vice-présidents, peut-être, M. Henry, je vous en prie. Merci beaucoup, Elio. Bonjour à tous. Effectivement, les travaux, évidemment, d'urgence se poursuivent. On peut clairement reconnaître qu'on est encore tout à fait dans la phase de crise, donc un grand nombre de personnes sont encore en grande difficulté. Bien sûr, jour après jour, les choses évoluent, les personnes ont pu être progressivement relogées, assistées, les services sont rétablis. C'est le cas évidemment au niveau des infrastructures, par exemple la navigation désormais est rétablie. Les infrastructures sont bien entendu surveillées pour à la fois permettre la mobilité de base et l'adaptation progressive dans les prochaines semaines pour les personnes, pour les besoins de déplacement. On doit évidemment avoir bien en tête la période de la rentrée scolaire, qui est scolaire et de tout le monde, qui est dans quelques semaines, pour lesquelles les besoins évidemment seront encore différents. Donc je voudrais en tout cas à la fois remercier l'ensemble des services, que ce soit des services qui sont mobilisés sur la gestion des voies navigables, sur l'adaptation des routes, sur les lignes de bus qui ont dû être mises en œuvre ou adaptées en urgence, sur les services des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité qui rétablissent progressivement, même si ce n'est pas encore totalement le cas partout, les besoins vraiment de première nécessité pour la population. Évidemment, on voit bien l'ampleur
de ce qu'il y a à faire pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je voudrais donc vraiment me réjouir de la décision que nous avons pu prendre de la création d'un commissariat et de l'acceptation des 2 personnes de bien vouloir, des 2 commissaires de bien vouloir coordonner ce travail, vraiment de la suite des prochains mois de cette gestion d'urgence, de la préparation aussi de la reconstruction, bien sûr, autour de ces besoins de base, autour du logement, du rétablissement des infrastructures. On sera évidemment tous mobilisés. Je pense qu'on peut dire que tous les services de la ONU, toutes les compétences ministérielles, évidemment, sont impliquées d'une manière ou d'une autre. Et puis, je voudrais aussi dire, en tant que ministre du Climat, que, bien entendu, nous allons aussi devoir intégrer plus encore toutes ces questions d'adaptation. D'ailleurs, le ministre-président l'avait clairement évoqué lors de notre dernière conférence de presse. Pour le futur, puisqu'on mesure bien le type d'événements auxquels nous devons faire face, on mesure bien que nos infrastructures n'ont pas été dimensionnées pour ce type d'événement. C'est prévu en réalité, vous verrez par exemple que dans le plan de relance, il était déjà prévu certains travaux de cette ampleur, on y reviendra ultérieurement, mais c'est clair que dans les travaux à venir, notamment du plan climat de la Wallonie, nous avons ce travail de limitation de nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'adaptation. Ce sont d'énormes chantiers qui sont face à nous et nous allons donc y travailler d'arrache-pied dans les prochains mois. Merci beaucoup. Alors, oui, Christy, Merci. quelques mots. Mais donc, voilà, moi aussi, je suis ravie qu'on puisse essayer d'aider les communes qui ont été touchées de plein fouet, et alors que les bourgmestres et les présidents de CPS essayent vraiment de faire de leur mieux, mais sont submergés par l'ampleur de la situation. Et la situation peut revêtir différents problèmes, en ce compris des problèmes sanitaires qui se sont révélés suite aux inondations. Problèmes sanitaires parce que des personnes se sont retrouvées sans logement, sans médicaments, sans médecin généraliste. Et donc, il a fallu mettre en place, et donc on y a travaillé avec Frank Vandenbroek notamment, à ce qu'on puisse avoir des dispensaires et des villes et communes dans l'ensemble des communes qui ont été particulièrement touchées. Et d'ailleurs, les mesures que nous prenons au niveau de la Wallonie pour les conteneurs peuvent aussi concerner des médecins généralistes qui ont tout perdu dans certaines communes. Des médecins généralistes ne sont plus en capacité de pouvoir suivre leurs patients. Et donc, on a à la fois mis en place des dispensaires pour gérer l'urgence, les premiers soins, attirer l'attention aussi de l'ensemble des médecins généralistes sur des pathologies particulières qui peuvent paraître bénignes pour certaines personnes, mais en réalité qui peuvent faire l'objet de complications, des personnes qui sont restées quelques heures longtemps dans des eaux usées avec simplement une toute petite coupure qui peut s'infecter, qui génère des dermatites, des inflammations et potentiellement des streptocoques. Et donc il faut vraiment que les médecins généralistes puissent suivre et que les citoyens soient attentifs à leur état de santé, qu'on puisse, grâce aux connexions qu'on a avec les mutuelles, avec les médecins généralistes, travailler pour qu'ils aient, et les pharmaciens également, des médicaments qui sont leur traitement classique, et puis d'attirer aussi l'attention sur les rappels tétanos si on a touché du matériel qui potentiellement peut nous infecter, peut-être de le rappeler également à la population, ce que les médecins généralistes font également. Et puis, autre aspect, et j'imagine qu'alors mon collègue Christophe Collignon y viendra, attirer l'attention aussi en termes de prévention des déchets, même si on travaille d'arrache-pied pour les évacuer. Il y a parfois des problèmes de rats, donc d'ératisation qui doivent être menés dans les communes rapidement pour éviter la prolifération de maladies. Et le cas échéant, la région a proposé de venir en aide également aux communes pour les aider. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments qui touchaient aux aspects santé publique. Merci beaucoup. Christy, oui, Christophe. Voilà, merci Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Je vais devoir être un petit peu plus long. Tout d'abord, je pense que la situation est et reste compliquée sur le terrain. Je crois qu'il est même difficile d'avoir une évaluation et d'obtenir des données fiables. Si je prends les matières qui m'occupent, celle du logement, on n'a pas de données fiables, mais on sait que le défi du relogement va être gigantesque. Et les autorités locales, les bourgmestres, les gouverneurs ont paré au plus pressé. Et très honnêtement, je tiens très officiellement à saluer leur action, parce que ce sont eux qui ont géré la crise au quotidien et qui sont au chevet de leur commune, et à travers eux, de leurs habitants. Je crois qu'on leur doit beaucoup. Néanmoins, il fallait que le gouvernement soit à leur côté et puisse appuyer les diverses demandes.
Quand je parle du défi du relogement, il y a évidemment ce qui a été fait en urgence. Vous avez perdu votre maison, on doit vous évacuer. On réquisitionne tout ce qu'on peut, on voit de manière large, mais on sait que c'est du très provisoire. On est chez des amis, on est dans un gîte qui devra sans doute être reloué. Il va falloir que nous trouvions des solutions pour du relogement, du logement qui soit du temporaire transitoire, en ne commentant évidemment plus les mêmes erreurs, en tout cas en faisant attention aux zones. Et donc là, ce sera une phase 2, mais qui sera très rapide. Mes collègues l'ont évoqué. On va bientôt évoquer la rentrée scolaire. Tout le monde reprendra ses activités. Il faut donc trouver des logements qui soient suffisamment adaptés, salubres, avec des données qu'on n'a pas, puisque certaines personnes vont sans doute vouloir retourner chez elles. Donc les critères seront la sécurité, la salubrité. C'est un défi gigantesque et nous y reviendrons très probablement. L'objet du jour, c'est de vous expliquer comment on a travaillé. Dans mes départements, on a travaillé à dégager d'abord des enveloppes, identifier des articles budgétaires pour dire qu'il faut pouvoir aider immédiatement ceux qui sont sur le terrain, et donc plusieurs types d'enveloppes. Donc j'ai travaillé sur base de dotations. Pourquoi des dotations? Parce que ceux qui aident, ont réquisitionné et qui sont au jour le jour confrontés aux difficultés, je ne vais pas leur demander des justificatifs. Et donc ce sont des dotations pures et simples, sans justificatif et avec des simplifications administratives. Là, on a peut-être plus de données, c'est dans le cadre des logements sociaux. Donc pour le logement, deux types d'aides. Celle qui concerne le logement social, il y a toute une série de logements sociaux qui ont été détruits. Là, on a des chiffres qui sont plus avancés. On a pris déjà une première décision qui est réglementaire. Si vous êtes sinistré et que vous avez perdu votre logement public, vous devenez prioritaire dans votre société de logement et dans la société de logement voisine, parce qu'on sait que les gens ont difficile à quitter leur région. Si vous étiez dans une habitation privée, que vous étiez dans les conditions d'obtenir un logement public, vous devenez prioritaire. Ça, c'est l'aspect règlement. Pour ce qui concerne les différentes sociétés de logement, nous avons des chiffres plus affinés et donc dégagé une enveloppe de 25 millions d'euros sur lesquels 15 millions d'euros sont activés. La société, je ne vais pas les parcourir tous, mais la société qui a le plus de disponibles immédiatement sans justificatif, c'est le Logivestre, qui va recevoir sur ces 15 millions, 4 300 000 euros. J'ai demandé également à la Société wallonne du logement de réaliser plusieurs choses. D'abord, de faire un marché cadre en urgence pour obtenir dans les semaines à venir des logements modulaires et de conteneurs. On reviendra sur la difficulté puisqu'il faut savoir où les placer sur des endroits qui sont déjà équipés, qu'il y ait de l'énergie et évidemment l'accès à l'eau, et d'autre part de leur permettre de faire des avances à taux zéro pour pouvoir réhabiliter ce qu'il y a sur le parc immobilier. Donc mobilisation générale des sociétés de logement. Pour ce qui concerne les villes et communes, nous avons travaillé de la sorte. Nous avons demandé aux différents gouverneurs de nous faire une grille des communes en fonction de leur degré de difficulté, le nombre de sinistrés, le nombre de familles à reloger, le nombre de kilomètres de voirie qui étaient impactés, la distance. Tout cela avec des données qui sont malheureusement à ce stade encore friables, mais il fallait pouvoir décider dans l'urgence. Et donc avec le gouvernement, nous avons donc décidé de sérier 3 types de catégories de communes, donc celles qui sont vraiment impactées, que je dirais, pour ceux qui ont été sur le terrain, qui sont dévastées, c'est des véritables zones de guerre auxquelles on a assisté. Celles qui sont moyennement impactées, mais c'est déjà énorme. Tout cela, je précise, sans tenir compte des inondations qui ont eu lieu ce week-end. Il faut encore revoir les différents process, mais nous avons donc décidé de liquider pour les communes et les CPS qui ont déjà engagé de nombreux frais pour la matière du logement, de liquider 27 millions d'euros. Donc, à ce stade, nous allons verser sans justificatif à la première catégorie de communes 2 millions d'euros. La première catégorie est composée de 9 communes, qui sont les communes de Traux, Limbourg, Pépinster, Theux, Verviers, Liège, Esneux-Tilf, Chaudfontaine et Rochefort. La seconde catégorie de communes qui sont très largement impactées, mais pas encore dans la même dimension,
recevront, elles, 500 000 € pour le logement. C'est les communes d'Ewaï, Comblain, Dahlem, Spa, Aulne, Houillet, Walcourt, La Roche-en-Ardenne, Durbuy, Marchand-Famenne, Othon, Nassogne, Ezoprel, Am-sur-Eure, Châtelet, Autigny-Louvain-la-Neuve, Tubize, Wavre, en tout 18 communes. Nous avons également débloqué une enveloppe complémentaire de 5 millions. Pourquoi 5 plus 30? Parce que c'était une première décision sur 5 millions et un complément de 30 millions qui viendra au bénéfice des pouvoirs locaux au sens large. Les communes de première catégorie que je vous ai citées recevront donc un complément d'1,5 million. Donc, ce qui fait que ces communes, je prends l'exemple de la commune de Theux ou de Verviers, elles recevront 3,5 millions sans justificatif, plus le solde de l'enveloppe de 5 millions d'euros, qui fait 370 000 en proportionnel. Donc, ça fait 3 800 000 pour ces différentes communes. Les communes de catégorie 2, elles recevront à nouveau 500 000 € dans la partie pouvoirs locaux. C'est la partie qui est destinée à leur de rembourser des moyens qu'ils ont mis en œuvre, soit pour du matériel de nettoyage, soit pour du déploiement ou toute autre action qu'ils jugeraient nécessaire. Le principe que j'ai déterminé, c'est de se dire que ce sont les gens de terrain qui doivent déterminer, qui ont agi dans l'urgence, et donc il n'est pas question de faire des chipoteries administratives. Nous leur faisons confiance et nous soulagerons leur trésorerie. J'indique que ces catégories vont évidemment varier lorsqu'on aura à affiner les chiffres. Il me reste 2 montants à vous exposer et à conclure. Le premier montant, c'est que les gouverneurs ont été en première ligne. Une enveloppe de 3,5 millions d'euros est dégagée. Mais pourquoi? Parce que dans notre système, les gouverneurs ont très peu de personnel. Dans cette même enveloppe, je vous indique déjà que 2,5 millions d'euros seront à destination du gouverneur de la province de Liège, que je missionnerai particulièrement pour réaliser en urgence des réquisitions en termes de dératisation. Parce que, comme cela a été exprimé, avec l'amoncellement de déchets, nous risquons maintenant des phénomènes sanitaires compliqués. La deuxième enveloppe et dernière enveloppe, c'est 3,5 millions qui seront à destination des provinces, et encore une fois 2 millions à destination de la province de Liège qui est la plus impactée à ce stade, et j'espère vraiment que ce sera le cas, qu'on ne connaîtra plus d'intempéries. Je vais les missionner et je leur demande de se concentrer sur l'aide logistique au niveau des différentes communes. Il y a des communes qui n'ont tout simplement plus d'administration, et donc il faut pouvoir les soulager à la fois en logistique et à la fois en personnel. J'espère qu'avec ces enveloppes-là, les communes verront que le gouvernement est bien à leur côté. En termes, oui, je dois ajouter également, mais ma collègue le dira elle-même, que des aides en personnel, voilà, je peux le dire, Christine m'autorise, des aides à hauteur de 5 millions d'euros sont également prévues en termes de points à peu, donc pour permettre aux communes d'engager de manière complémentaire. Donc, à titre de conclusion, je suis également heureux que l'on ait pu pouvoir mettre en œuvre ce commissariat avec des personnes de grande qualité avec lesquelles j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Et comme le Premier ministre a fini de le dire, je crois que c'est collectivement que nous nous sortirons de ces difficultés. L'heure est d'abord au nettoyage, au déblayage. Le relogement sera un enjeu colossal et nous espérons pouvoir, dans les années à venir, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer, ça prendra énormément de temps, reconstruire la Wallonie. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Sans transition, Céline. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je céderai après un dernier mot à celui qui détient les cordons de la bourse, qui va vraisemblablement beaucoup souffrir. Merci beaucoup. Donc, peut-être un premier mot en ce qui concerne les pollutions aux hydrocarbures, puisque, comme vous le savez, de nombreuses citernes se sont retournées dans les maisons de nos concitoyens ou dans certaines entreprises ou même dans l'espace public en termes de fuite d'hydrocarbures. Et donc, nous devons faire face à une pollution importante. Le gouvernement a souhaité intervenir en la matière en considérant 2 situations différentes. Tout d'abord,
les pollutions où justement la source de la pollution est bien identifiable, la citerne clairement identifiée, sont bien couvertes par l'assurance et donc prioritairement c'est l'assurance qui va intervenir. Néanmoins, dans les cas où la source de la pollution ne serait pas identifiée, dans le cadre par exemple de pollution dans certaines zones agricoles ou dans l'espace public, dans certains jardins de tiers, etc., le gouvernement interviendra. Concrètement, il est proposé que les citoyens et les entreprises s'en réfèrent à leur commune pour mentionner toute pollution aux hydrocarbures dont la source n'aurait pu être identifiée. Les communes elles-mêmes prendront contact avec le numéro 1718 qui les mettra en relation avec la SPAC que nous avons mandaté pour gérer cette problématique des pollutions de sol. Concrètement, le gouvernement financera donc à la fois l'expertise en matière de dépollution et l'assainissement des sites pollués, à concurrence ici à ce stade de 2 millions d'euros. Voilà pour un point sur les hydrocarbures. Je vais également faire un point sur les déchets. Vous savez que, évidemment, les inondations ont provoqué des quantités astronomiques de déchets et les communes qui sont en charge de la gestion de ces déchets, ainsi que les intercommunales, ont bien sûr énormément de travail sur le terrain. Je vais d'ailleurs remercier tous les services qui se mobilisent pour évacuer le plus rapidement possible ces déchets. Nous avons fait le point ce matin avec le ministre-président, les gouverneurs, les intercommunales de gestion de déchets, l'Union des villes et communes et la SPAC, justement sur les besoins de soutien régional à cet égard, et différentes décisions ont déjà été prises par le gouvernement. Plus précisément, un marché public a été décidé la semaine dernière, comme vous le savez, pour aider à la collecte et au transport des déchets, soit directement au sein des communes, des voiries régionales ou des voiries communales, vers des sites de stockage temporaires, ou de ces sites de stockage vers les centres de traitement. Deuxième mesure, donc, la région a mobilisé des terrains publics et privés pour stocker temporairement les déchets qui ne peuvent être traités directement, vu les quantités importantes. Nous avons à ce jour identifié à peu près 27 sites potentiels de stockage temporaire, ce qui permet bien sûr de centraliser ces déchets, de dégager bien entendu les voiries communales et les trottoirs de nos concitoyens et de gérer évidemment tous les risques en matière sanitaire, en matière de sécurité également de ces quantités importantes de déchets. Nous veillerons bien entendu à essayer de dégager le plus rapidement possible ces sites de stockage. Nous sommes en contact à différents niveaux pour augmenter également le traitement de ces déchets qui est très très conséquent, comme vous le savez, puisque d'après les chiffres de Comet Sambre, qui est un des acteurs clés en matière de déchets, nous avons produit en l'espace de 2 jours à peu près 3/4 des déchets annuels ménagers. Donc vous imaginez la quantité importante à traiter. Alors tout cela, bien sûr, va augmenter les coûts de traitement des déchets. C'est pourquoi le gouvernement a souhaité dégager une première provision de 5 millions d'euros pour aider les intercommunales à gérer ces surcoûts en matière de déchets, donc les intercommunales et par ricochet les communes. Et nous travaillons bien sûr à mettre de l'huile dans les rouages à tous les niveaux sur cette gestion des déchets, bien entendu en respectant l'autonomie communale en la matière. Il me reste peut-être rapidement à vous donner sur 2 derniers points. Tout d'abord, la question de l'eau potable. Nous venons d'avoir les dernières informations des différents opérateurs en gestion de l'eau et les nouvelles sont positives. Aujourd'hui, plus aucun problème d'eau potable n'existe dans notre région, donc c'est une excellente nouvelle. Et j'en profite pour remercier là aussi tous les services qui sont à pied d'œuvre depuis le début de ces inondations pour rétablir dans les plus brefs délais les services en matière d'eau potable. Dernier élément, la question des pollutions au niveau des cours d'eau. Comme vous le savez, des déchets se sont accumulés là aussi au niveau des cours d'eau. Alors ces cours d'eau, sans entrer trop dans la technicité, ils sont classés en différentes catégories selon leur importance. Bien sûr, les voies navigables, sous la compétence de mon collègue le ministre Henry, mais pour les cours d'eau non navigables, certains cours d'eau qui relèvent directement du patrimoine régional, d'autres du patrimoine provincial et enfin du patrimoine communal. Si on cumule l'ensemble de ces 3 catégories de voies non navigables, on arrive à 11 707 km de cours d'eau à vérifier, à assainir, éventuellement à réhabiliter en termes de berges. Donc le travail est totalement titanesque, vous vous en doutez. Donc nous avons travaillé en priorisant les chantiers, au niveau en tout cas des voiries
régionales, des cours d'eau régionaux. Aujourd'hui, la Lesse, la Somme, la Ouham, l'Aisne, la Lambrée, l'Amblève, l'Our ont été dégagés. Au niveau de la Vesdre, il reste encore un peu de travail, mais 4 marchés publics ont été mobilisés pour nettoyer la Vesdre et ses affluents. Tout d'abord en retirant bien sûr les obstructions au cours d'eau, en stabilisant les berges, en nettoyant ceux-ci et en réparant et réduisant les risques futurs. C'est évidemment extrêmement important pour éviter les risques à venir. Et nous travaillons en interaction avec les provinces et les communes pour les cours d'eau qui relèvent de leurs attributions, notamment avec mon collègue le ministre Collignon en charge de l'aide aux communes. Voilà pour ces quelques éléments d'information. Merci beaucoup. Et sans transition, le ministre Kruk. Merci, Monsieur le Ministre Président. Merci, Elio. Monsieur le Premier ministre, cher Alexandre, comme tu le sais, la Wallonie a été frappée au corps. Et pas qu'au corps, au portefeuille également, mais ça c'est, je dirais, plus aléatoire aujourd'hui. Le gouvernement, comme vous le savez, a décidé de débloquer une somme de 2 milliards d'euros immédiatement, 800 millions qui proviendra d'un transfert du plan de relance et que mes collègues ministres identifieront pour la rentrée, 200 millions de trésorerie et 1 milliard que nous irons chercher sur le marché. Je dois dire que les signaux que nous recevons sont des signaux très positif. Mais il est évident que cette somme, en dehors d'intervention des assurances, sera vraisemblablement par rapport à ce qu'on a comme estimation, et faire une estimation aujourd'hui au Marle-Franc est impossible, mais même être précis est impossible, sera insuffisant. Et donc, Alexandre, je ne peux que te remercier pour la flexibilité et la souplesse annoncée, l'accord intervenu en termes de marge et de quotas ou de montants sur les donations. Il est clair aussi que ça ne suffira pas à voir le bout du chemin. Et c'est pour ça que je me permets de te le dire, de vous le dire, Monsieur le Premier ministre, le chemin qui nous amènera à faire comprendre à tout le monde que la solution aujourd'hui est d'abord la solidarité, d'abord l'assistance, d'abord la construction, et j'en profite pour dire aux 2 commissaires de gouvernement tout l'espoir que l'on porte dans leur action et dans leur détermination. Mais il faudra aussi que l'Europe comprenne que nous avons des réalités budgétaires, mais que les réalités humaines passeront toujours devant les réalités budgétaires. Et pour cela, la solidité qu'on a vue aujourd'hui entre le fédéral et la Wallonie, cette relation devra perdurer pour que le langage reste commun à cet égard-là et que de grâce, on ne nous parle pas d'équilibre, de déficit, de budget ou de perspective tant que nous ne sommes pas arrivés à revoir l'avenir en face. La détermination pour avoir été sur le terrain, et tous mes collègues vous le confirmeront, est omniprésente. La détermination est celle qui nous permettra de rebondir, mais nous avons besoin de souplesse aussi sur le plan budgétaire. Merci beaucoup. Et alors, avant de vous céder la parole, un mot par les 2 commissaires, par ordre alphabétique, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, Madame Delcourt et puis Madame Maric. Monsieur le ministre-président, Monsieur le Premier ministre, face à cette crise, à ces inondations d'une ampleur inédite, le gouvernement wallon apporte une réponse forte en créant un commissariat spécial à la reconstruction. Les personnes sinistrées auxquelles j'adresse un message de soutien et de sympathie sincère doivent, avec les pouvoirs locaux, trouver une réponse à leurs problèmes, à chacune de leurs questions. À la demande du ministre-président wallon, j'ai accepté d'assumer avec détermination la fonction de commissaire spécial à la reconstruction, aux côtés de Madame Sylvie Maric. Mon rôle sera, et déjà, d'être aux côtés des communes, pour bien cerner avec elles et avec les CPAS les besoins immédiats et à venir. En collaboration étroite avec Sylvie Maric, mais aussi avec toutes les directions générales,
du service public de Wallonie et tous les organes concernés et compétents. Notre rôle sera aussi de conseiller le gouvernement wallon sur des orientations à prendre pour trouver des réponses concrètes, pragmatiques, opérationnelles au plus vite et dans le temps. Personne ne doit être oublié dans cette démarche et nous avons conscience que le chemin est ambitieux. Merci beaucoup, Madame Delcourt. Et Madame Marie, je vous en prie. Merci, Monsieur le Ministre-Président, Monsieur le Premier ministre. Avec ma collègue, nous mesurons l'ampleur de cette crise qui frappe nos concitoyens. Et donc, avec Catherine Delcourt, nous adressons toute notre sympathie sincère à tous ces concitoyens, qu'ils soient citoyens, entreprises, pouvoirs locaux, qui sont impactés par cette crise. Nous mesurons l'ampleur de la nécessité d'une réponse immédiate de la part du gouvernement et c'est dans ce cadre que nous avons accepté toutes les deux de cette charge de commissaire spécial à la reconstruction. Sur le terrain, 1001 questions se posent. Des questions de bourgmestres, de citoyens, de gouverneurs, d'entreprises. Toutes les compétences de la Wallonie sont impactées. Monsieur le ministre Philippe Henry vient de le citer. Effectivement, tous les ministres autour de la table, toutes les administrations, toutes les compétences wallonnes doivent se mobiliser. Alors, avec ma collègue, notre objectif sera effectivement que pour chaque question, une réponse soit apportée, qu'à chaque problème, une solution soit trouvée. Nous assurons un binôme complémentaire. Madame Delcourt sera présente sur le terrain et pour ma part, en tant que secrétaire générale du service public de Wallonie, j'assurerai la coordination des administrations wallonnes au sens large. Et elles sont nombreuses à devoir se mobiliser effectivement face à cette crise. Notre travail visera à assurer cette connexion, ce réseautage, pour qu'une aide soit apportée à chacune et à chacun, pour une réhabilitation rapide, effectivement, mais aussi pour préparer la reconstruction définitive en ne laissant personne au bord du chemin. Là sera notre engagement mutuel et nous mesurons la responsabilité qui nous est confiée au travers de cette tâche. Un tout grand merci. Merci beaucoup. On s'excuse auprès de vous, mesdames et messieurs les journalistes, si nous avons été un peu longs, mais c'est vrai que l'ampleur de la catastrophe est telle, les sujets sont si nombreux que j'imagine que vous pouvez nous comprendre. Alors, sans transition, s'il y avait des questions à quelque ministre que ce soit ou au commissaire, n'hésitez pas. C'est bien volontiers que nous répondrons. Je peux peut-être prendre 2 questions, 3 questions, et puis je réponds. Ou bien vous souhaitez une réponse individuelle, peut-être? C'est comme vous voulez. Allez-y. Madame. Ayez la gentillesse, on va vous donner un micro. Je comprends que votre micro soit important, mais l'autre aussi pour qu'on puisse entendre. Merci beaucoup. Ik heb een vraag voor de premier, meneer de premier. We hebben de afgelopen dagen veel kritiek gehoord op de hulpverlening, dat dat niet zo goed gecoördineerd is, dat dat traag op gang komt. Waarom hebt u besloten om de federale fase nu al af te bouwen en niet te wachten? Dus de reden waarom er een federale fase is om te kunnen materiaal op nationaal niveau te kunnen coördineren. En dat is iets wat je doet in een acute crisisfase. Intussen zijn we een stap verder. Ik ben absoluut niet blind voor het feit dat er nog zeer veel pijnpunten zijn. Er zeer veel mensen zijn die noden hebben waarop geen antwoord gegeven is. Maar de antwoorden daarop, dat zijn antwoorden die zich eerder lokaal organiseren en die geen nood meer hebben aan een nationale coördinatie. Het was trouwens ook de vraag van de gouverneurs om niet meer in die nationale fase te moeten zitten. Nu, mijn voornaamste boodschap is, het is niet omdat we niet meer in een federale fase zitten, dat de federale overheid haar rol niet meer zou spelen. Wij doen dat via de civiele bescherming, we doen dat via defensie, via brandweer en via allerlei andere manieren. Het is overduidelijk dat we hier geconfronteerd zijn met een crisis die zeer zwaar is, maar die ook in de oppervlakte zeer breed zit. Zeer vele mensen. Minister-president Hirupo heeft aangeduid dat 202 van de 262 Waalse gemeenten geraakt zijn. En de voornaamste opdracht nu zal een opdracht zijn
om de informatie goed te laten doorstromen en goed te coördineren. En dus het idee om te werken met een commissariaat is denk ik een zeer goed idee om beter tegemoet te kunnen komen aan de zeer zware noden die er nog steeds zijn. Er zijn nog steeds duizenden mensen die niet in hun woning kunnen, die niet de basiselementen hebben om hun leven opnieuw te kunnen aanknopen. Ik zou zeggen ook dan de samenwerking met de premier en de federale regering is heel goed. En natuurlijk met de verschillende overheden is het normaal dat samen we werken. En ik zou zeggen in naam van mijn regering dat met het leger, met Alexander en andere federale minister, de samenwerking is absoluut remarkabel. En voor de mensen die in de ramp zijn, is het heel belangrijk om te hebben een visie, een globale visie. En tussen ons, als je gaat zien, werken we met een optimale samenwerking. Ah oui, excusez-moi, Monsieur Desroux, pour la VRT. Est-ce que je pourrais juste encore poser une question en néerlandais au Premier ministre? Vous pouvez même lui poser 10 questions. Imaginez le scandale que ce serait si je disais non. Je vous en prie, bien sûr. Oui, pas de souci, pas de souci. Meneer De Croo, u had het over dat fiscale gunstregime voor bedrijven die giften willen doen voor de heropbouw. Kunt u dat gewoon in het Nederlands nog eens toelichten? Ja, dus we zien dat er de voorbije dagen bijzonder veel solidariteit geweest is. Duizenden mensen hebben zich aangeboden om mensen die in nood zijn te helpen. We zien vandaag dat er vanuit de private sector, vanuit veel bedrijven, heel veel bereidheid is om financieel en om materieel te helpen. En daar willen we aan tegemoetkomen door een aantal zaken gemakkelijker te maken. Er is vandaag een limiet. Er is een maximum van €500.000. Ik zie geen reden waarom we die limiet vandaag zouden behouden. En we zullen ook een fiscaal attractief kader maken voor bedrijven die de rampenfondsen zouden willen bijkomende financiële middelen geven. We zien een ongelooflijke solidariteit in ons land. En we willen er alles aan doen om die solidariteit zo goed mogelijk bij de mensen te brengen die noden hebben. Puis maintenant, on pose toutes les questions en français, j'imagine. OK, alors, si oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Oswald Schröder du Grenzeco. En fait, j'ai deux questions. Comment est-ce que vous voulez assurer la combinaison entre une aide rapide qui est absolument nécessaire et les adaptations qui sont aussi nécessaires pour éviter de tels problèmes à l'avenir? Première question. Et la deuxième, comment et de quelle manière voulez-vous mobiliser de l'argent européen qui était prévu dans le plan de relance européen pour le rediriger vers cette catastrophe? Alors, donc, bien entendu, pour le moment, la première des priorités, ce sont les questions urgentes, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et, comme vous le dites, certaines choses prendront du temps. Le Premier ministre l'a indiqué, on ne reconstruit pas une maison, même si on va faire le maximum pour que les procédures soient réduites, pour qu'il y ait vraiment des modalités pour permettre d'aller le plus vite possible. Mais qui dit vitesse ne dit pas précipitation. Nous sommes dans un état de droit. Et donc, nous ferons le maximum. Et on va également tirer les leçons. Maintenant, soyons prudents. Les catastrophes naturelles, l'ampleur de ces catastrophes, quand elles sont imprévisibles comme celles que nous connaissons, je rappelle qu'entre les prévisions les plus pessimistes et la réalité que nous avons vécue, que surtout les citoyens ont vécue, il y a une différence incommensurable. D'ailleurs, jamais enregistrée à ce jour. On aura toujours, et peut-être plus fréquemment à l'avenir que maintenant, des situations qui sont des situations d'exception. Ceci étant, nous ne nous exonérons pas de travailler, d'étudier et de voir tout ce que nous pouvons faire pour réduire au maximum, à l'avenir aussi,
des impacts. Mais je répète, ne laissons pas croire à nos concitoyens que nous pouvons tout résoudre. Il y a des choses que malheureusement la nature l'emporte sur nous-mêmes. Un élément sur l'argent européen, mais peut-être que M. le Premier ministre pourra dire un mot. Dans l'état actuel des choses, sans vous encombrer de chiffres, pour que la solidarité européenne par le fonds évoqué intervienne, il faut atteindre un certain niveau de dépenses. Et nous sommes en train de calculer, je répète pour la deuxième fois, il nous faudra, à mon avis, de nombreux jours encore et peut-être quelques petites semaines avant de pouvoir avoir une première évaluation plus ou moins crédible. Donc il faut atteindre un certain niveau. Et ce niveau doit être atteint au niveau national et au niveau des provinces. Et alors, il serait possible que l'Europe intervienne pour un certain pourcentage qui reste un pourcentage mesuré. Donc, c'est une, comment dirais-je, c'est une solution que, bien entendu, nous avons intégrée, mais qui ne résout pas tous les problèmes de liquidité, de besoins financiers immédiats et vraisemblablement pour les mois qui viennent, mais c'est à cela que nous travaillons aussi. Peut-être pour être précis, avant qu'Alexandre prenne la parole sur la question concernant les fonds européens, donc l'enveloppe du plan de relance s'élève à 7,5 milliards. Dans ces 7,5 milliards, il y a 1,5 milliard qui provient de ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire de fonds européens. Nous ne touchons en aucun cas à cette enveloppe-là. C'est-à-dire que les 800 millions d'euros sur lesquels des transferts interviendront dans le chef des compétences gérées par chacun des ministres ne sont nullement pris sur le 1,5 milliard qui provient de l'Europe. Ça, que les choses soient extrêmement claires. Donc quand tout à l'heure, parce que je suppose que votre question vient là, quand j'ai évoqué l'Europe, je l'ai évoqué tout autant que j'aurais pu évoquer le fédéral. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à une catastrophe comme celle-ci, certes, on a des marges peut-être qui pourraient être mobilisées dans une enveloppe supplémentaire. Et comme l'a dit le ministre-président, si nous répondons à des conditions, à la fois des conditions de montant en termes de dommages, mais aussi des conditions structurelles par rapport aux provinces. Mais il est clair que dans ces enveloppes-là, toute enveloppe est la bienvenue. Et si la Wallonie doit seule supporter toute l'enveloppe, il ne faut pas en même temps lui demander, même si pour l'instant on est hors du cadre Maastricht, de respecter des critères qui sont des critères qu'on peut entendre dans la vie quotidienne quand business is as usual, mais pas quand on est face à la catastrophe telle qu'on l'a vécue. Si vous me permettez, Monsieur le Premier ministre, avant de vous céder la parole pour qu'il n'y ait pas une confusion, ce que vient de dire Monsieur le ministre Kluck est complémentaire à ce que j'ai dit. Donc, pour être très clair, il y a deux choses différentes. Il y a dans le plan de relance pour la Wallonie, dans ce plan, il y a une partie qui s'appelle « Facilité pour la reprise et la résilience », qui est un programme national composé par à la fois des apports des régions et les apports du fédéral sous l'autorité du Premier ministre et du secrétaire d'État Thomas Dermine. Et là, la région wallonne a grosso modo 1,5 milliard dans ce plan de relance. Ce 1,5 milliard, on n'y touche pas dans l'état actuel des choses et on travaillera là-dessus. En revanche, le reste du plan de relance pour la Wallonie devra être en partie revu parce que les moyens financiers et même les, comment dirais-je, physiquement, on ne pourra pas tout faire en même temps. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que j'évoquais avec monsieur, c'est alors les suites de la déclaration de Madame la Présidente de la Commission européenne. Est-ce qu'un fonds de solidarité européen peut nous aider? Ça, c'est autre chose. C'est à cela que je répondais avec certaines limites, mais je cède maintenant la parole à monsieur le Premier ministre. Je n'ai plus grand-chose à rajouter. En effet, je voulais faire cette distinction. Là aussi, je pense que le fonds de solidarité au niveau européen, le lien a été fait. Vous l'avez vu que dans les premiers jours, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, est venue se rendre compte du niveau des dégâts. Et donc, cette demande est en train de se faire. On joue un rôle de coordinateur
là-dedans. Et c'est clair que si on regarde le niveau de dégâts, les calculs se font, mais ça m'étonnerait qu'on ne rentre pas dans les critères. Nous devons vraiment attendre pour savoir quelle est la hauteur, ou en tout cas une première estimation de la hauteur des dégâts, la hauteur financière des dégâts. Andere vragen, d'autres questions? Oui. Ah oui, via les réseaux sociaux, c'est ça? OK. Oui. Alors, on a effectivement pas mal de questions qui nous sont posées sur YouTube. Plusieurs questions de la part de Philippe Lawson de L Post. Je vais les poser en une fois. Donc, la première question est: va-t-on élargir les critères d'intervention du Fonds des calamités pour permettre l'indemnisation de tous les sinistrés non assurés? Deuxième question: prêt à taux zéro, quid pour ceux qui auront du mal pour rembourser les crédits? Quels sont les critères de remboursement? Troisième question: a-t-on une idée du montant des dons récoltés jusqu'à présent? Et quatrième question: l'enquête indépendante annoncée par le ministre Henry est-elle lancée? Quel est le bureau qui va la mener? Alors, je remercie donc la personne qui pose des questions, mais je lui dirais qu'elle anticipe beaucoup de choses. Donc, le fonds de calamité, nous sommes en train de l'examiner. Et donc, je dirais, malgré l'urgence, un peu de patience, parce que nous ne pouvons pas résoudre tout en même temps, que c'est une question extrêmement délicate que nous sommes en train d'étudier pour trouver des solutions appropriées. Le remboursement des avances à taux zéro, oui, peut-être certains auront des difficultés, ça nous les verrons, je dirais, à l'examen. Attendons, d'abord accordons ces prêts et s'il y avait des défections, nous en verrons l'ampleur et on verra comment répondre. Les dons récoltés, pour les dons récoltés, nous n'avons pas une connaissance centralisée puisqu'il y a plusieurs comptes, vous le savez, la Croix-Rouge, d'autres comptes, donc c'est difficile d'en donner bien sûr le total, raison pour laquelle avec le Premier ministre, nous travaillons à voir comment nous pouvons trouver une solution particulière d'un compte centralisé pour les dons des entreprises et des personnes physiques. Pour l'enquête indépendante, je laisserai peut-être le ministre Henry l'évoquer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que toute la transparence, surtout, sera faite. Il n'y aura pas de zone d'ombre. Seulement, je vous demande, et je comprends à quel point parfois on souhaite aller plus vite que la musique. Mais en plus, ici, la musique est terrible. Mais il faut laisser le temps des priorités. Et la priorité, pour le moment, aller sur le terrain, vous verrez qu'il reste encore énormément de choses à faire. Hein, et bien sûr, il y aura un examen très attentif, une transparence totale, absolument totale. Et toutes les questions que vous voudrez poser, comme l'a dit Madame Marie, qu'il y aura une réponse à toute question, bien entendu, il ne manquerait plus que ça. Hein, il faut que la transparence soit totale. Maintenant, dans le tempo, peut-être que le ministre Henry s'était exprimé sur base de certaines considérations il y a quelques jours, mais je lui cède la parole. Oui, merci beaucoup. Donc pour cette question, effectivement, j'ai annoncé une étude indépendante parce que je pense une analyse. Je pense que c'est nécessaire vu la gravité de ce qui s'est passé, vu le traumatisme, vu le nombre de questions. Donc, il est évidemment essentiel que à la fois la transparence complète soit assurée, mais aussi que l'analyse puisse être faite de manière indépendante et avec sérieux. C'est d'ailleurs aussi le souhait de l'administration avec qui j'en ai discuté. Donc, le cahier de charge est établi, mais le prestataire n'est pas encore désigné, puisqu'évidemment, nous devons respecter les marchés publics, même si ce sera une procédure d'urgence. Donc, l'objectif est que ce rapport, en tout cas la première partie, c'est-à-dire celle qui est liée vraiment au déroulement du point de vue de la gestion hydraulique des événements d'il y a 15 jours, soit disponible pour la fin du mois d'août. Et ensuite, il y aura une deuxième partie
parce qu'il faut aussi tirer évidemment les enseignements de ce qui s'est passé pour le futur. Une deuxième partie donc d'analyse plus générale de l'état de nos infrastructures, de leur capacité de subir et de réagir à des événements de cette ampleur ou à d'autres événements, et de la nécessité dès lors d'adaptation ou de gestion différente pour le futur. Et ça, c'est attendu plutôt pour la fin du mois de septembre. Donc l'objectif est vraiment de travailler en toute transparence, mais aussi en rigueur, parce que je pense qu'il est inutile d'avoir des analyses qui seraient trop rapides et qui seraient incomplètes. On sera ainsi dans un temps qui permettra vraiment une analyse sérieuse avec l'ensemble des éléments. Merci beaucoup. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il me reste à vous remercier mes collègues, les deux commissaires et bien sûr Monsieur le Premier ministre. Merci Alexandre.